I thank the district. Je remercie le représentant permanent du Burundi pour son intervention et pour ses paroles aimables. Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les membres du bureau, chers collègues. D'emblée, Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les membres du bureau, je tiens à vous féliciter pour votre élection à la tête de la 4e commission. Vous faites preuve d'efficacité et de compétence dans la conduite de ces travaux. Nous avons entendu des déclarations claires depuis la semaine dernière de la part de nombre de représentants d'État, de requérants, qui appuient le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Nous avons entendu le petit-fils de Nelson Mandela. Nous avons entendu que la conscience des peuples est toujours vivante en ce qui concerne le droit à l'autodétermination et la liberté des peuples. Malheureusement, il y a 17 territoires qui ne sont toujours pas décolonisés, conformément au mandat qui nous a été confié, et notamment le Sahara occidental, la dernière colonie de l'Afrique de l'Ouest, qui attend toujours l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale appelant à la décolonisation de ce territoire. Il y a également le rejet de l'annexion forcée de territoire dans d'autres régions du monde. Malheureusement, nous sommes encore témoins du deux poids, deux mesures. Nous avons un passé glorieux de lutte en Algérie. Nous sommes fermement engagés en faveur du droit des peuples à s'autodéterminer, conformément à la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation, énoncée par la résolution 1541 et la résolution 1971 de l'Assemblée générale. On a réaffirmé à plusieurs reprises que la question du Sahara occidental a une composante juridique dans les résolutions endossées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Elle réaffirme le droit inaliénable de la population du Sahara occidental à s'autodéterminer. Il y a également le rapport 2022 du secrétaire général. On affirme que C24 et la Commission se penche sur la question de la décolonisation et du Sahara occidental. Il a été très clair, on a été très clair dans la résolution 3777, au titre de l'article 34 de la Charte des Nations Unies. Il y a également les résolutions 32 et 92 de l'Assemblée générale, s'agissant de ce qu'on appelle l'accord de Madrid. Je rappelle que l'Assemblée générale, dans ses résolutions de 79 et 1980, a affirmé le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à s'autodéterminer et son droit à la dépendance, a exprimé ses vives préoccupations concernant l'occupation du Maroc qui fait empirer la situation. En outre, le Conseil juridique des Nations Unies, en 2002, a été clair sur le fait que l'accord de Madrid n'avait pas permis de transférer la souveraineté sur cette région telle que stipulée par la Cour suprême de l'Espagne, qui affirme que l'Espagne reste la puissance administrante du Sahara occidental. L'avis de l'ICEG
ديسمبر 2016 de la Cour internationale de justice, l'Union et l'Union européenne ont affirmé au cours des années que le Sahara occidental était un territoire revêtant un caractère particulier. Le Conseil des droits de l'homme a affirmé que le droit à l'autodétermination et l'indépendance du peuple sahraoui étaient irréfutables et que les États membres des Nations Unies devaient s'efforcer d'appliquer cette décision d'autonomie proposée, qui est la seule option. Et il y a un dangereux précédent qui sape les Nations Unies. Le fait de donner de la crédibilité à cette proposition signifierait que pour la première fois depuis la création des Nations Unies, on légitimerait l'occupation d'un territoire et son contrôle par la force et le pillage des ressources qui appartiennent au peuple sahraoui. Ainsi, ce qui est en jeu, c'est également la responsabilité de la puissance administrante à l'égard de cette région. Et on aurait donc une collusion. On accepterait l'annexion forcée d'un territoire par un État hors du cadre des frontières internationalement reconnues. Nous appelons la communauté internationale à agir pour trouver une solution. Il s'agit d'un différend artificiellement créé dans la région et si nous acceptons cette logique, tous les pays qui ont soutenu la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud par le passé ou qui ont appuyé la décolonisation au Timor-Leste ou en Palestine seront considérés comme étant partie à ces différends. Le fait que le Maroc insiste sur la relance de l'ancien dispositif, le processus des tables rondes, est une autre preuve que ce dispositif est instrumentalisé, utilisé comme prétexte pour modifier la nature du différend. Et on passerait d'un différend en matière de décolonisation à un différend régional. Le Maroc souhaite qualifier le Polisario de séparatiste, mais les Nations Unies, à travers l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, ont déterminé les parties aux différends, qui sont donc le Royaume du Maroc et le Polisario. Et je tiens à rappeler ici les résolutions créant la MINURSO qui appellent les parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général dans la mise en œuvre du plan de règlement. Cela signifie que les Nations Unies ne feraient face qu'à un groupe de séparatistes et cette contradiction dans la position marocaine est très claire et elle apparaît clairement à travers son accord donné à trouver un accord avec le Polisario d'un côté et de l'autre côté en les accusant d'être des séparatistes. Le Maroc dresse un tableau fallacieux de la situation économique au Sahara occidental. Il le présente comme un scénario idéal. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas des organismes internationaux à étudier la situation? Pourquoi ils ont imposé à l'envoyé personnel du secrétaire général de ne pas pouvoir rencontrer la société civile là-bas? Pourquoi est-ce que le Maroc a peur de la tenue d'un référendum au Sahara occidental si la situation est si idyllique que ce que le Maroc prétend? Il faut rappeler l'existence de camps de réfugiés et l'occupation du territoire par le Maroc est la principale raison qui explique le fait que des personnes fuient ce territoire. On nie
le droit à exister du peuple sahraoui, et le Commissariat aux droits de l'homme, le PAM et d'autres organisations humanitaires jouent leur rôle pour venir en aide à des centaines de milliers de réfugiés. Et il y a une participation à la détention de réfugiés. Le Maroc fait état de l'existence de groupes terroristes, alors qu'il ne s'agit que de personnes qui souhaitent jouir de leur droit à l'autodétermination comme d'autres peuples du monde. Monsieur le Président, la reprise de négociations directes et sérieuses entre les deux parties sans conditions préalables est la seule manière de parvenir à une solution juste et pérenne à travers des référendums organisés librement pour le peuple sahraoui. La Mauritanie et l'Algérie sont en tant qu'observateurs continueront à transférer des responsabilités aux réfugiés sahraouis et appuie les efforts déployés par le secrétaire général pour parvenir à la décolonisation dans le Sahara occidental. Je vous remercie. Je remercie le représentant permanent de l'Algérie pour sa déclaration. Et je donne la parole au Maroc. Vous avez la parole. Il me plaît tout d'abord de vous présenter nos sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de notre commission, vous assurer de l'appui et de la coopération de ma délégation. Nos félicitations s'adressent également à l'ensemble des membres du bureau. Monsieur le Président, l'histoire du différend régional autour du Sahara marocain est fortement liée à la colonisation et à la décolonisation par étapes du Royaume du Maroc. Ainsi, après avoir partiellement recouvert son indépendance en 1956, le Royaume a entamé des négociations avec l'Espagne, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, qui ont abouti au recouvrement progressif de ces régions méridionales à travers Tarfaya en 1958, Sidi en 1969 et Sakhia al-Hamra et Wad al-Dahab en 1975. L'année écoulée a connu deux développements importants et positifs dans le processus politique onusien sur la question du Sahara marocain. Le premier est la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général, M. Stéphane de Mistura. Lors de ses déplacements à Rabat, le Maroc lui a réaffirmé son attachement résolu au processus politique exclusivement onusien dans le cadre des tables rondes. Le deuxième développement majeur est l'adoption de la résolution 2602 du Conseil de sécurité qui a confirmé les paramètres exclusif pour le règlement de ce différend régional, à savoir une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. Malheureusement, la principale partie, l'Algérie, a rejeté cette résolution et refuse de prendre part au processus des tables rondes. Monsieur le Président, depuis sa présentation en 2007, l'initiative marocaine d'autonomie, n'en déplaise à mon collègue algérien, ne cesse d'engranger un soutien international de plus en plus large. Ainsi, plus de 90 États membres des Nations Unies ont exprimé haut et fort leur soutien à cette initiative en tant que seule solution à ce différend régional. Apparemment, seul l'ambassadeur d'Algérie n'entend pas ces discours. Ce soutien international rejoint la position du Conseil de sécurité, qui, dans ses 18 résolutions depuis 2007, a consacré l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution sérieuse et crédible à ce différend régional. En plus du soutien transcontinental à l'initiative d'autonomie, la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara connaît un autre élan avec l'ouverture de 27 consulats généraux dans les villes marocaines de Laayoune et de Dakhla. 3 autres pays ont annoncé l'ouverture imminente de leur consulat général à Laayoune et à Dakhla, et je sais que ça va déplaire de nouveau à notre collègue algérien. Par ailleurs, Monsieur le Président, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2015, a doté ces provinces de projets socio-économiques structurants.
le port d'Dakhla Atlantique, le plus grand d'Afrique en eau profonde, la construction dans la ville de Laayoune du plus grand pont d'Afrique de presque 2 km, l'Université des sciences médicales et pharmaceutiques de Laayoune, déjà opérationnelle, plusieurs projets de dessalement d'eau océanique à Laayoune et à Dakhla, et ce ne sont pas là une image virtuelle du Sahara, mais c'est la réalité. Monsieur le Président, les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, et je dis séquestrées, sont maintenues depuis presque 5 décennies dans des conditions les plus inhumaines dans le monde et subissent les pires violations de leurs droits les plus élémentaires et continuent d'être les seuls au monde à ne pas être enregistrés et recensés, et ce, en violation du droit international humanitaire et des résolutions du Conseil de sécurité en raison de l'opposition de l'Algérie à leur recensement. Le groupe armé séparatiste, le Polisario, procède à la séparation forcée des enfants de leur famille pour leur embrigadement militaire, comme indiqué dans les différents rapports du secrétaire général et du HCDH. C'est là un crime de guerre, et tous ceux qui en sont responsables devront un jour en rendre compte devant la justice internationale. Monsieur le Président, l'ambassadeur algérien vient de déclarer, malheureusement avec un peu de nervosité, devant vous que son pays n'est pas parti à ce différend et qu'il ne fait que défendre le principe de l'autodétermination. C'est là 2 mythes, pour ne pas dire 2 mensonges fondateurs de la diplomatie algérienne au sujet du Sahara marocain. À mon collègue algérien, je voudrais dire que le temps et les termes de son discours trahissent avec flagrance le caractère bilatéral de ce différend régional. La question du Sahara marocain est une affaire de géopolitique et de visée hégémonique régionale de son pays et non d'autodétermination. Car, comme expliqué plus haut, le retour du Sahara à la mère patrie, le Maroc, l'a définitivement réglé dans le cadre de l'intégrité territoriale du Royaume, et ce, conformément à la charte de l'ONU, aux résolutions du Conseil de sécurité et au droit international. N'en déplaise à mon collègue algérien, les discours et les actes de l'Algérie consacrent la bilatéralité de la question du Sahara. Comme le Maroc, s'agissant du discours algérien, il surprend que ce pays fasse la captation d'un principe de l'ONU et son instrumentalisation pour le seul différend du Sahara marocain. Comme le Maroc l'a toujours affirmé, le principe de l'autodétermination lato sensu ne saurait être à géométrie variable. L'ambassadeur de l'Algérie n'avait-il pas écrit dans une lettre au Conseil de sécurité le 13 juillet dernier que, et je cite, « tous les peuples du monde ont le droit de se prononcer sur leur avenir ». Pourtant, son pays ne fait rien pour que tous les peuples du monde, sans exception aucune, puissent en jouir un jour. Si le plaidoyer obsessionnel de l'Algérie est innocent, sa défense monomaniaque du principe d'autodétermination ne doit pas se focaliser exclusivement sur la seule question du Sahara marocain, mais s'intéresser à tous les cas dans le monde. Bien plus, l'Algérie se gosse chaque fois, notamment devant cette commission, de défendre ce principe onusien de l'autodétermination. Sa posture suscite plusieurs questions légitimes. 1. Où est l'Algérie et où est son attachement obsessionnel au principe de l'autodétermination quand il s'agit d'autres questions sous examen par la 4e commission? Ce qui intéresse l'Algérie, bien évidemment, c'est le Maroc et le Maroc seulement. Son unique et ultime agenda n'est autre que le Sahara marocain. 2. L'Algérie a-t-elle le courage de formuler les mêmes requêtes pour les autres questions débattues au sein de cette commission? Bien sûr que non. L'Algérie n'a jamais pu prononcer un seul mot en leur faveur. 3. La défense de la charte de l'ONU autorise-t-elle un pays, l'Algérie en l'occurrence, à s'autoproclamer exécuteur de ce principe, notamment en recourant à un groupe séparatiste armé? Bien sûr que non. 4. La soi-disant promotion sélective d'un principe onusien donne-t-elle mandat à un pays, en l'occurrence l'Algérie, de créer un groupe armé séparatiste, l'abriter, lui confier une partie de son territoire pour planifier et mener ses attaques armées contre le Maroc? La réponse, à l'évidence, la réponse est encore non. S'agissant maintenant des actes de l'Algérie, je voudrais dire à mon collègue algérien que les actions de l'Algérie contredisent sa revendication du statut d'observateur dans ce différend régional. L'Algérie consacre sa diplomatie exclusivement à la promotion et la défense d'un groupe armé dont les liens avec le terrorisme sont avérés, mène des
campagne au budget faramineux contre le Maroc dont le seul objectif de crédibiliser l'illusion d'un État fantoche autoproclamé dans le désert de Tindouf, au sud de l'Algérie, et obstrue le processus politique onusien pour le règlement de ce différend. Comment peut-elle alors prétendre de manière éhontée ne pas être partie principale? L'Algérie n'a-t-elle pas rejeté l'accord cadre proposé par James Baker en 2001? À quel titre? L'Algérie n'a-t-elle pas proposé la partition du Sahara marocain en novembre 2001, ce que le Maroc a vigoureusement rejeté? À quel titre a-t-elle proposé la partition? L'Algérie ne s'est-elle pas immiscée dans le choix des envoyés personnels et représentants spéciaux du secrétaire général? À quel titre l'a-t-elle fait? L'Algérie n'est-elle pas intervenue récemment dans le processus de nomination du commandant de la force de la MINURSO, raison pour laquelle ce poste est vacant depuis plus de 7 mois? À quel titre s'est-elle opposée à cette nomination? L'Algérie n'a-t-elle pas été le seul pays au monde à rejeter la résolution 2602 du Conseil de sécurité par un communiqué officiel de son ministère des Affaires étrangères? À quel titre l'a-t-elle fait? L'Algérie qui continue de bloquer les efforts de l'envoyé personnel pour relancer le processus des tables rondes, tel que demandé par la résolution 2602, n'a-t-elle pas rejeté les dites tables rondes par lettre au Conseil de sécurité, bien qu'elle ait précédemment participé aux deux par ces deux ministres successifs des Affaires étrangères? À quel titre s'oppose-t-elle à ce processus? La moralité de ce différend régional, Monsieur le Président, est que la question des Sahara n'aurait jamais existé si l'Algérie avait été un voisin pacifique, attaché et fidèle aux valeurs du bon voisinage et respectueux des principes de la Charte des Nations Unies. Ce pays frère que le Royaume a fermement soutenu dans son combat pour la libération de son indépendance a fait fi depuis 5 décennies des liens humains, géographiques, historiques, religieux et de communauté de destin entre les deux peuples, en s'acharnant avec tous les moyens à sa disposition pour contrecarrer le recouvrement par le Maroc de son Sahara. Enfin, je voudrais réitérer à mon collègue algérien qu'il n'y a jamais eu de Sahara occidental, même à l'avènement de son occupation par l'Espagne en 1884. Et il n'y aura jamais que le Sahara marocain. Aux instigateurs du séparatisme et aux mercenaires à leur solde, ainsi qu'à tous leurs rares inconditionnels qui persistent encore par ignorance, malhonnêteté ou complicité idéologique à vouloir mettre en doute la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes, je leur rappelle le mantra de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et je cite: « Le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. » Fin de citation. Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en réaffirmant qu'en référence aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le Royaume du Maroc soutient l'intégrité territoriale des Émirats arabes unis et la demande de ce pays frère de mettre fin à l'occupation par l'Iran des 3 îles émiraties, Tomb el-Kubra, Tomb el-Soghra, Abu Moussa, ainsi que son appel pour une solution pacifique de ce conflit. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the distinguished. Je remercie le distingué représentant permanent du Maroc pour cette intervention.